c'est parti pour la première vidéo qui aura pour thème l'électrosensibilité. J'ai choisi ce sujet parce que j'étais en train de regarder la série Better Call Saul. J'adore les séries, je suppose que je m'en servirai comme support à l'avenir aussi. Et donc c'est une série dans laquelle un des personnages principaux se dit électrosensible. En fait, ici on voit à droite le personnage de Chuck dans Better Call Saul et le personnage principal à gauche qui se trouve être son frère. Ce qu'on voit dans le fond, c'est des couvertures de survie, en fait, des choses dont s'est servi le personnage pour tapisser sa maison, pour le couper des ondes électromagnétiques dont il se dit être victime, à propos desquelles il se dit être sensible. Et en fait, c'est ça l'électrosensibilité, c'est le fait de s'estimer impacté physiquement, et physiquement surtout, mais aussi psychologiquement, par des ondes de basse fréquence, des ondes électriques de basse fréquence. Alors, c'est un sujet de société. Je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler. À gauche, on voit le petit logo de cette communauté, parce qu'en fait, finalement, ce sont des gens qui forment une communauté en ligne, notamment. Et à droite, on a l'affiche d'un documentaire « Cherche zone blanche désespérément ». C'est pas un film que j'ai vu moi, mais qui a apparemment a une place importante dans cette communauté des électrosensibles. Un petit poème ensuite que je vais peut-être pas lire, mais que vous aurez la possibilité de lire si vous le souhaitez en appuyant sur pause. Il a été écrit par Marine Richard en 2012 dans son livre qui s'appelle Sous l'ondée, et dans lequel elle relate sa vie d'électrosensible qui s'est isolée comme certains le font, qui s'est isolée dans la campagne, dans un environnement duquel elle a éliminé toutes les sources d'ondes électromagnétiques. Récemment, je me suis retrouvée devant une télévision, ce qui m'arrive peu souvent parce que j'ai pas la télé chez moi, et j'ai vu une publicité pour un smartphone, et en haut à gauche de l'écran, il y avait cette petite phrase DAS, tronc, avec un nombre, membre. Donc j'ai demandé à ma belle-mère, mais qu'est-ce que c'est ce machin-là? J'avais jamais vu ça avant. Et elle savait pas. Donc je suis allée chercher sur Internet et j'ai vu que c'était une nouvelle norme qui s'appelle le débit d'absorption spécifique. Donc en gros, ça va donner un ordre de grandeur de la quantité de chaleur en fait qui est absorbée par le corps depuis un outil, n'importe quoi, un smartphone, peu importe, une petite machine qui émet des ondes électromagnétiques. Donc on voit qu'il y a plusieurs types de DS, il y en a 3, il y a celui associé à la tête, au tronc et aux membres. Donc on sait sûrement comme une anecdote qu'il vaut mieux éviter, si on a des testicules, de mettre son smartphone dans sa poche, parce que le smartphone est émetteur de chaleur et qu'à terme, la chaleur, ça peut causer des problèmes de stérilité. Voilà, donc ça peut poser la question, que pense le gouvernement de l'électrosensibilité, des dangers des ondes électromagnétiques en général pour la population, si elle met des normes comme ça, bien spécifiques, sur les publicités actuelles. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Donc là, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l'ANFR. Il y a des petits liens, notamment une base de données dans laquelle on peut voir tous les points d'émission d'ondes électromagnétiques, et une autre qui va les classer en fait plutôt par ce qu'on trouve dans les maisons. Par exemple, voilà, la cuisine, vous allez trouver le micro-ondes. Le micro-ondes, en général, émet telle ou telle quantité, etc. Sur le site de l'ANFR, on ne lira à aucun moment que les ondes électromagnétiques sont un problème de santé publique avéré. Il est plutôt question ici de mettre en place le principe de précaution, de proposer une forme de prévention sur un sujet qui inquiète la population et qui est forcément de plus en plus présent avec le développement des technologies, l'arrivée de la 5G, etc. Donc, on va sûrement en entendre encore plus parler à l'avenir. Ok, donc du coup, je vous ai parlé de Chuck, ce personnage de Better Call Saul. Donc l'extrait que je vais vous montrer là, il a lieu dans l'épisode 4 de la saison 1.
Donc Chuck vient d'être retrouvé chez lui par la police. Pour voilà, X raisons, il a dû aller dehors, ce qu'il ne fait jamais d'habitude, parce que il a très très mal quand il va dehors. Et du coup, donc là, il l'a fait et il s'est retrouvé dans un tel état d'agitation et de souffrance, voilà, qu'il a été emmené à l'hôpital. Et donc dans cette scène, on a la psychiatre qui vient le visiter. On a le personnage principal, son frère, et puis une autre protagoniste qui sont à son chevet. Et donc là, le frère vient d'arriver, il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» en voyant la lumière allumée, les trucs qui bipent partout, etc. Les gens qui avaient des téléphones, des beepers dans leur poche. Donc du coup, il a enlevé tout ça, il vient d'éteindre les lumières dans la chambre. Et donc la psychiatre examine Chuck. Donc du coup là, voilà, il décrit à la psychiatre ce qu'il ressent quand il est exposé à un signal électromagnétique. Voilà. Elle est un peu sceptique, mais bon, elle l'écoute. Voilà, ils discutent. En fait, du coup, voilà, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en quelque sorte faire une démonstration pour son frère. On va regarder. Et pendant qu'il parle, en fait, elle rallume discrètement le lit qui fonctionne à l'électricité. Et on voit que Chuck ne bronche pas, ne réagit pas, ne semble pas ressentir les symptômes qu'il a décrits précédemment, quand il était exposé à un champ électromagnétique. Donc là, bien entendu, c'est un personnage de fiction, et puis c'est une série, donc c'est de la fiction. C'est juste que c'est un bon exemple, parce que finalement, on va voir qu'il y a certaines similitudes avec des tests qui ont été faits dans la réalité. Alors là, ce que je vous propose de regarder, c'est une bande dessinée qui a été faite par le Pharmachien. Le Pharmachien, c'est un pharmacien québécois très rigolo qui fait des ondes, non, pas du tout. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais surtout, il fait des BD et il fait du contenu pédagogique sur la santé. Et il s'inscrit dans une démarche scientifique. Voilà, il est assez important dans la communauté de zététique mondiale, il me semble, selon moi. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc là, en l'occurrence, il a fait une BD spéciale sur les ondes. Donc ici, on voit qu'il existe deux types d'ondes, les ondes non ionisantes, c'est dur à dire, et les ondes ionisantes. Donc on oublie les ondes ionisantes pour aujourd'hui parce que c'est pas celles qu'on va trouver chez soi. On voit d'ailleurs que la lumière, c'est un petit peu la séparation entre les deux, mais surtout ce qui inquiète les personnes qui se disent électrosensibles, c'est plutôt toutes les ondes à basse fréquence, comme celles qui sont émises par des appareils qu'on peut avoir chez soi, avec soi, comme un téléphone portable, un micro-ondes, etc. Donc, toutes ces ondes, il le rappelle, sont des ondes électromagnétiques, mais c'est pas pour autant qu'il faut en avoir peur. Et il nous explique que dans notre maison, on est 10 000 fois en dessous des normes qui ont été établies comme étant potentiellement dangereuses pour la santé. Et si les antennes relais nous inquiètent, il faut savoir que même en se mettant à côté d'une antenne relais, on reste 12 fois en dessous des normes. Donc, la grande question dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'il en est de ces personnes qui se disent sensibles à ces ondes électromagnétiques et qui disent avoir des symptômes parfois très graves, parfois très invalidants à cause d'elles. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est de ce ressenti des ondes électromagnétiques? Donc là, le pharmacien, c'est toujours lui qui a fait cette BD, il nous montre un petit peu les étapes résumées de comment on teste cette question, cette problématique. On recrute des volontaires, on prépare l'expérience en mettant un dispositif qui va émettre des ondes électromagnétiques cachées du participant. Et on allume, on éteint, bien sûr, on note à chaque fois qu'on allume et qu'on éteint l'appareil, et on demande à la personne, bah alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que là, actuellement, c'est allumé ou est-ce que c'est éteint? Et puis, bien sûr, à la fin, on regarde les correspondances. Bah, est-ce que ça correspond? Est-ce que la personne a su dire sans aucun indice autre que ses propres ressentis corporels si les ondes étaient bel et bien émises, lui étaient bien infligées?
Et en fait, le résultat de ce type d'expérience, quand ces expériences sont faites, c'est que finalement, les réponses qui sont données correspondent au hasard. C'est-à-dire que grossièrement, on pourrait tirer à pile ou face pour faire ces correspondances avec le fait que cette machine soit éteinte ou allumée. Ça reviendrait au même que de se fier à l'avis d'une personne qui se dit en capacité de savoir si l'appareil est allumé ou non. Donc voilà, là c'est illustré de façon un petit peu humoristique ici, mais arrêtons de rigoler, maintenant on regarde plus sérieusement des études. Qu'est-ce que ces études-là, qui ont été... Là on avait juste des petits dessins, mais on va pouvoir s'intéresser à une méta-analyse, c'est-à-dire un regroupement de plein d'études qui ont été faites sur le sujet, sur l'hypersensibilité à l'électromagnétisme. Donc l'objectif de cette étude était d'établir si les personnes rapportant une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques de faible champ sont meilleures pour détecter un champ électromagnétique faible dans des conditions d'aveugle et de double aveugle que les individus non hypersensibles. Donc une parenthèse, dans le dessin qu'on voyait avant, si l'examinateur, si la personne qui fait passer le questionnaire en demandant est-ce que là vous ressentez les ondes ou non, n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau de la machine, que ça s'est pris en charge par ses collègues, on parle de double aveugle. Personne ne peut donner d'indice verbal, non verbal, conscient, inconscient de si cette machine est allumée ou non. Deuxième objectif de l'étude, de tester si les sujets rapportaient une augmentation de symptômes en présence d'un champ électromagnétique de basse intensité. Donc il y avait 31 études. Sur ces 31 études, au final, on avait 725 sujets qui se disaient hypersensibles à l'électromagnétisme. Sur ces 31 études, 24 avaient pour conclusion qu'il n'y avait aucune preuve soutenant l'existence d'une hypersensibilité biophysiologique. Sur ces 31 études, toujours, 7 d'entre elles apportaient quelques éléments de preuve. Sur ces 7 études, dans 2 cas, les mêmes équipes de recherche n'ont pas réussi à reproduire ces résultats. Donc la réplicabilité des résultats, ça c'est vraiment la base, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu... voilà, finalement, comment dire ça, si vous lancez 6 fois un dé, il est possible que vous tombiez 6 fois sur le chiffre 3, par exemple. Ça pourrait paraître extraordinaire, ça pourrait paraître même peut-être paranormal, ou on se dirait, mais c'est un signe, et ça veut forcément dire quelque chose. Mais en fait, non, le hasard peut produire des événements qui semblent extraordinaires selon nos critères culturels, nos critères, voilà. Donc du coup, il faut pouvoir reproduire ces résultats. Si on trouve quelque chose qui va à l'encontre des résultats habituels, on reproduit. Et là, malheureusement, ça semblait artificiel comme résultat puisque les mêmes résultats n'ont pas été trouvés ensuite. Dans 3 autres études, on a finalement imputé ces résultats à des artefacts statistiques. Et les 2 dernières études restantes présentaient des résultats incompatibles entre eux. Donc si on prend voilà, les conclusions de cette méta-analyse, on peut conclure que les symptômes dont souffrent les individus hypersensibles à l'électromagnétisme sont sévères et parfois handicapants. Néanmoins, que ce soit en aveugle ou en double aveugle, il n'a pas été possible de démontrer que la présence du champ électromagnétique déclenchait ces symptômes. L'électrosensibilité n'est donc a priori pas liée à la présence de champs électromagnétiques, bien que des recherches sur ce phénomène restent nécessaires. Et bien sûr, puisque de toute façon, là, on est face à une question très difficile. On a des personnes qui ont une souffrance qu'on ne comprend pas encore. On sait qu'apparemment, c'est difficile de la relier directement à la présence de ces champs électromagnétiques, comme on vient de le voir, mais des recherches continuent à être nécessaires. Donc là, une autre étude, est-ce que des personnes peuvent être sensibles aux signaux des téléphones mobiles? Donc, une étude en double aveugle, encore une fois. Donc là, on a 6 courbes. On a 3 premières courbes en pointillés, qui sont celles des personnes qui se disent sensibles à ces signaux-là. Ces courbes, elles sont plus hautes que les autres, on voit. Et les 3 autres, elles sont très basses. Ça, c'est les courbes du groupe contrôle. Donc du coup, on va avoir 3 conditions d'expérience, 3 conditions expérimentales. La première, c'est qu'on dit envoyer un signal, allumer la machine, en gros, pour résumer, et ce n'est pas le cas. Ensuite, on va
simplement envoyer de la chaleur. Et enfin, on va utiliser l'appareil de telle façon qu'il émet effectivement des ondes électromagnétiques de basse fréquence. Et on voit du coup que malgré le fait que ces conditions soient les mêmes pour tout le monde, la sévérité des symptômes, là, qui est en abscisse ou en ordonnée, je ne sais jamais, en verticale, on va dire, que ces symptômes sont ressentis comme beaucoup plus élevés chez les personnes qui se disent sensibles, alors que on le voit chez les personnes qui ne se disent pas sensibles aux signaux, l'appareil peut être éteint, en train d'émettre ou en train simplement d'émettre de la chaleur. C'est à peu près la même chose ce qui est ressenti par les personnes. Et la conclusion de cette étude, c'était que la proportion de participants hypersensibles croyant que le signal était présent à raison, donc de 60%, n'est pas significativement différent de la proportion de ceux qui le croyaient présent lors de la fausse exposition. Donc, je sais que ça fait un peu mal la tête, mais en gros, l'idée, c'était que ces personnes n'ont pas pu prédire ou en tout cas déclarer avec justesse si le téléphone mobile était bel et bien en train d'émettre des ondes électromagnétiques. Et pourtant, encore une fois, les symptômes sont réels, on sait qu'il se passe quelque chose, de toute évidence, il s'en passait, puisque les personnes qui se disaient sensibles à ces signaux, même si le téléphone n'était pas en train d'émettre ni de chaleur ni d'ondes électromagnétiques, eh ben, ils étaient en souffrance. Ils disaient que leurs symptômes étaient présents, plus ou moins élevés, mais présents en tout cas, contrairement au groupe contrôle. Donc là, c'est une autre étude, mais c'est toujours un peu le même principe, sauf que la différence, c'est qu'ici, on a mis les personnes dans un IRM fonctionnel, ce qui permet de voir l'activation de différentes zones de leur cerveau pendant qu'on fait l'expérience. Et on voit à gauche le groupe contrôle et à droite le groupe des personnes qui se disent électrosensibles. Et on voit qu'il se passe davantage de choses à droite, qu'il y a une hyperactivation. En l'occurrence, il y a une hyperactivation des 3 zones. Voilà, faites-vous plaisir. Vous pouvez lire en bas le nom en anglais de ces 3 zones, mais je ne vais pas m'y risquer moi à haute voix. Donc, encore une fois, il se passe bel et bien quelque chose. Et une des explications à ça, un des concepts clés pour commencer à éclairer un petit peu ce phénomène, c'est l'effet nocebo. Et l'effet nocebo, c'est le contraire de l'effet placebo. C'est quand on pense que une substance ou une pratique médicale, comme c'est écrit ici, peut être nuisible, qu'on ressent des effets réels dans son corps, de l'ingestion d'une substance ou du fait d'être, par exemple, soumis à ce champ électromagnétique. Voilà. Par exemple, si on fait prendre de la drogue à des gens, on fait prendre de la drogue à des gens et on fait prendre une fausse drogue à d'autres gens en leur disant que c'était bel et bien de la drogue, eh bien, ces personnes qui n'ont absolument rien consommé d'autre que potentiellement un cachet de pastilles Vichy ou d'homéopathie vont se sentir sous l'effet potentiellement de ces drogues. Elles vont rapporter, voilà, avoir une perception altérée, etc., alors qu'elles n'ont rien pris du tout. Donc ça, c'est l'effet nocebo. Ça a été aussi prouvé comme existant dans le monde animal. Alors, on pousse encore un petit peu plus loin la réflexion. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens? Pourquoi, s'ils sont pas réellement, si leur corps n'est pas réellement en mesure de savoir s'ils sont ou non face à un champ électromagnétique, pourquoi finalement ils souffrent de l'utilisation de ces objets-là? Alors, là, c'est l'étude des facteurs psychologiques associés à la sensibilité auto-estimée au téléphone portable. On a 3 groupes. On a un groupe contrôle, un groupe de sujets disant souffrir de l'utilisation de téléphones portables et un groupe de sujets s'autodéfinissant plus globalement comme électrosensibles. Donc là, il faut bien comprendre que les personnes qui disent souffrir de l'utilisation de téléphones portables, c'est un peu une sous-catégorie des personnes électrosensibles qui, elles, souffrent en présence d'autres outils aussi. Donc, il y a des tests qui ont été soumis, enfin, ces sujets plutôt ont été soumis à des tests, notamment un test, le GHQ12, qui est un test sur l'évaluation de la santé générale de la personne en 12 questions.
Et on constate que finalement, entre le groupe contrôle et les sujets disant souffrir de l'utilisation de téléphone portable, il n'y a pas vraiment de différence. Par ailleurs, on ne relève pas de prévalence d'un trouble psychiatrique tel que défini par le DSM, en tout cas. Je précise parce que, par exemple, l'électrosensibilité, quand bien même ça serait pas une maladie physiologique à proprement parler, mais plutôt un trouble psychiatrique, il n'existe pas encore, qui sait en tant que tel dans le DSM. Donc là, pas trop de différence entre le groupe contrôle et ce groupe-là. Par contre, on a noté de grosses disparités par rapport aux personnes qui s'autodéfinissent comme électrosensibles. Ces personnes-là, dans cette étude-là, avaient des taux de dépression beaucoup plus élevés. Ils avaient aussi davantage d'inquiétudes concernant l'alimentation non biologique. Leur santé générale était moins bonne. Et puis, bien sûr, c'est un peu logique, du coup, ils avaient des symptômes non expliqués, plus présents, plus nombreux, plus invalidants. Donc, pour comprendre ce phénomène, et cette vidéo va s'arrêter bientôt, donc vous verrez que vous n'aurez absolument aucune piste d'explication sur qu'est-ce que c'est finalement que cette électrosensibilité. Il y a 2 outils conceptuels qui peuvent nous aider, qui sont récents et qui sont à l'heure actuelle utilisés pour essayer d'avancer sur cette problématique. C'est d'une part les intolérances environnementales idiopathiques et d'autre part les modern health worries. On pourrait traduire par les inquiétudes modernes face à la santé et qui regroupent donc des problématiques et des idées en général qui touchent au fait qu'il y a beaucoup de changements apportés par les technologies à notre mode de vie, à notre façon de communiquer, à notre façon de nous construire notre identité, de la communiquer aux autres, etc. Et que tout ça, ça fait émerger plein de nouvelles problématiques, et notamment dans le domaine de la psychologie. Et donc, la question de l'électrosensibilité peut faire partie de ces 2 nouvelles notions. Donc voilà, finalement, ça fait émerger autant de questions que de réponses, mais j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous retrouverez, bien sûr, c'est la base, les liens des études dont j'ai parlé, et puis d'autres petits liens intéressants pour lire des témoignages de personnes concernées dans la boîte de description en dessous. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas, c'est ma première vidéo. Donc voilà. Et lors de la prochaine vidéo, je vous parlerai de la façon dont l'impérialisme a impacté la première étude mondiale sur la schizophrénie. Merci d'avoir tenu jusque-là et à bientôt, j'espère.